Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'il y a du monde qui commence à arriver? Personne. Bonjour Maël. Salut Étienne. Bonjour Mélanie. Des têtes connues, des têtes moins connues. Ok. Bon, 14 participants, ça augmente tranquillement. On va laisser un petit peu le temps aux différentes personnes de se connecter. Pour rappel, on avait plus de 80 personnes qui sont inscrites à ce webinaire, donc c'est un énorme succès. Donc c'est très cool. Les participants continuent d'augmenter. On est 25. Le CICD, ça intéresse. Exactement. Bonjour Jean. Welcome. Bon, on va se donner juste quelques minutes et puis on va commencer, je dirais 33, 34. Yes. Ça continue à augmenter, on est 27. Welcome à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Et 31. Et 37. Ok, donc on a plus de 40 personnes. On se donne encore 2 minutes et à 34, on démarre. D'accord. Content que ce webinaire ait suscité autant d'intérêt. Surtout, la présentation, on la veut plutôt active et sans rentrer dans un monologue. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, etc., surtout n'hésitez pas. Ahmed, je vois que les participants n'ont pas le droit au micro. Tu peux trouver la manière d'autoriser ça. Parce que moi, j'arrive à le faire, mais uniquement un par un. Ok, je vais voir ça rapidement. Merci. Ou sinon, il lève la main et toi, tu débloques au fur et à mesure, mais là, quoi. Oh, si, il y a cette option-là. Si jamais Mm. on peut activer le micro. Ouais. Ah, c'est normal, c'est parce que je te l'ai désactivé et je peux les désactiver un par un. Mais comme on est pas mal aujourd'hui, j'avoue, je vais peut-être pas m'y amuser.
Bon, on va peut-être démarrer. Yes. Bienvenue à tous. Merci encore pour ce vif intérêt que vous démontrez pour notre webinaire. Donc, comment on va étudier toutes ces approches CI/CD dans un environnement talent. Je suis accompagné par Alexandre Nasri qui va se présenter tout de suite et qui sera l'animateur principal de ce webinaire. À toi, Alex. Ouais. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Nasri, je suis consultant data et DevOps chez Commit Technologies. Principalement, mes missions, moi, c'est d'accompagner les clients sur toute la partie cloudification, donc les accompagner à monter vers le cloud, et toute la partie aussi automatisation des process data d'un point de vue industrialisation CI/CD. Voilà. Super. Eh ben, écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Genre, on va présenter Commit très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Commit Technologies. Donc, moi, je suis Alim Daoumer, enchanté. Je suis l'un des 3 cofondateurs de Commit Technologies que nous avons créé avec Marc Durao et Sébastien Vanotti, donc président et CTO au sein de Commit Technologies. Et moi, pour ma part, je m'occupe de toute la partie plutôt lié au commerce, au marketing et puis à l'alliance stratégique avec nos éditeurs. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Commit représente près d'une trentaine de collaborateurs. On est un pure player data, évidemment. On a plus d'une quarantaine de clients actifs et plus d'une quarantaine de certifications à nos actifs pour nos collaborateurs. On accompagne nos clients en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. Tout d'abord, toute la partie stratégie et gouvernance data. Nous avons également toute une squad dédiée au pilotage et à l'agilité. Donc cette squad, en fait, elle regroupe plutôt des chefs de projet, des product owners, des scrum masters, mais qui ont cette teinte data. Ça a été une vraie volonté que de former et de construire cette équipe plutôt fonctionnelle, mais toujours orientée data. Et ensuite, je dirais plutôt classique, mais la partie data platform et data valorisation, on aide nos clients à construire leur data platform de la manière la plus sécurisée et puis de la manière la plus automatisée possible, euh, notamment avec toutes les démarches DevOps. Et puis toute la partie data valorisation, comment une fois qu'on a construit toute cette plateforme, on va valoriser vos données tout simplement euh, pour vous aider et apporter un maximum de valeur au sein de l'organisation. En termes de clients, on travaille plutôt chez des grands groupes ou alors des belles ETI. Euh, et puis, en termes de choix technologiques, je vous laisse les apprécier à droite. Mais donc, on a un partenariat fort avec Talend qui est Click maintenant. D'accord. Et donc, c'est une plateforme plus unifiée. On fera certainement un papier très prochainement sur ce sujet-là. On travaille beaucoup avec Databricks également, qui est un partenaire stratégique pour Commit Technologies, Snowflake, dbt, Starburst, Tableau, Power BI, Looker. Et surtout, nous sommes agnostiques sur la partie cloud, là où sur la partie data, nous avons plutôt fait des choix très forts. On se souhaitait en fait agnostique sur cette partie cloud pour s'adapter au contexte de nos clients. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu en introduction. Si vous avez des questions sur Commit ou si vous avez des interrogations, des besoins, des demandes, n'hésitez pas à nous contacter sur ma propre adresse mail. On recrute en ce moment aussi des architectes data et des chefs de projet data, donc n'hésitez pas également à postuler. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, c'est de rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Et Alexandre, du coup, je te laisse la parole. Ok, merci pour l'introduction, Alim. Du coup, je vais enchaîner. Hop. Avant de commencer, enfin, comme Alim l'a expliqué, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place finalement cette chaîne CI/CD dans Talend. L'objectif de ce webinaire, finalement, c'est de pouvoir aussi échanger avec vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans la rubrique Q&A. Et si vous êtes moins timide, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez venir en vocal. Et Alim vous Les ouvrira. micros sont débloqués. Les micros sont débloqués, donc n'hésitez pas, on pourra répondre à vos questions même à l'oral, pas de souci. Je serai backupé par Sébastien Vanotti, qui est avec nous ici également sur la partie, il est également, je veux dire, expert talent. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions.
et on n'hésitera pas à vous y répondre. Alors, je vais commencer. Grosso modo, au sommaire, trois étapes. Je vais revenir rapidement sur les principes du CI/CD et de la démarche DevOps. Je vais enchaîner ensuite sur la vision de Talend sur l'approche CI/CD. Et pour terminer, je vais finir par une petite démo pour vous présenter un petit peu tout ça de manière un peu plus pragmatique. Alors, le DevOps et le CI/CD. Pour vous expliquer la démarche DevOps et CI/CD, je vais forcément devoir revenir sur les fondamentaux, à savoir le principe de cycle de développement logiciel. Comment ça fonctionne? Grosso modo, lorsque vous allez vouloir développer une application, vous allez d'abord devoir récupérer les besoins métiers auprès de vos différents clients. Ces besoins, on va les définir ensemble avec un chef de projet qui va récupérer l'ensemble des besoins et rédiger finalement des spécifications fonctionnelles. Une fois qu'on a défini ces spécifications fonctionnelles, on va les traduire en spécifications techniques et on va également aussi définir l'ensemble des tests que le client va attendre et les résultats attendus. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir développer par la suite les tests unitaires de nos développements. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'ensemble des specs, on va passer en phase de développement. Là, c'est le développeur qui prend le relais et va commencer à faire ses développements. Dans le cas de Talend, il va commencer à faire ses flux ETL pour pouvoir mettre en place la chaîne de données nécessaire. Une fois qu'il a fini sa chaîne de données, il va pouvoir faire ses tests unitaires que je vais vous présenter dans la phase de démo, de voir un petit peu comment ça se passe. Une fois que ces tests sont terminés, il va pouvoir pousser son code et derrière pouvoir le faire tester en phase de QA. Lors de cette phase de QA, ça va être les utilisateurs métiers qui vont pouvoir tester les flux, les jobs et les résultats attendus et pouvoir comparer et vérifier si tout est bon. Donc généralement, ça, on va les déployer dans des environnements de pré-prod ou de recettes pour vérifier tout ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir, et que ça a été validé par les métiers, on va pouvoir passer au Go Live, c'est-à-dire la mise en production de vos développements. Donc là, l'objectif, ça va être de déployer vos jobs dans les serveurs de production pour faire en sorte qu'ils tournent et régulièrement pour alimenter les flux opérationnels. Une fois que ça c'est fait, on va forcément faire de la maintenance pour surveiller si les flux continuent de tourner, fonctionnent bien, ne génèrent pas d'erreurs et on doit aussi également surveiller de recevoir des alertes si le flux tombe en panne. Et une fois que ce cycle logiciel est terminé, on va pouvoir réitérer ce cycle, entre guillemets, à l'infini, en fonction des besoins métiers, avec des nouvelles fonctionnalités ou alors des remarques, des analyses faites en cas d'erreur pour corriger finalement nos flux ETL. Ce qu'on a constaté par le passé, c'est que ce processus, finalement, ce cycle pouvait être parfois assez long. Plusieurs mois, plusieurs semaines de développement avant de pouvoir voir la mise en production d'un flux. Et ça, forcément, ça pose problème au sein d'une entreprise qui souhaite accélérer son time to market. Et du coup, il fallait réfléchir à des nouvelles méthodologies. Notamment dans l'approche projet, on va réfléchir à des méthodologies, ce qu'on appelle agiles. On va vouloir faire des livraisons beaucoup plus rapides. Mais d'un point de vue développement logiciel, comment on y répond? Justement, l'approche DevOps arrive par rapport à tout ça. Donc, et la démarche DevOps dans tout ça, l'objectif finalement de cette approche DevOps, c'est d'accélérer la mise en production des applications. L'idée, c'est encore une fois de réduire ce time to market en accélérant à la fois la phase de rédaction des specs, en demandant des demandes beaucoup plus légères, pouvoir faire des développements beaucoup plus rapides et de déployer le plus rapidement possible. L'idée de cette démarche DevOps et CI/CD, c'est qu'elle est transverse au cycle de développement. C'est qu'elle intervient à chacune des étapes, comme je vous l'ai dit. C'est que, grosso modo, on va vouloir faire de l'intégration continue, c'est-à-dire de pousser régulièrement son code et de le déployer régulièrement également. Donc, la notion de CI, de Continuous Integration, c'est de pousser régulièrement son code et Continuous Deployment, de pouvoir en tout cas déployer régulièrement le code le plus rapidement possible. Le troisième point, c'est de pouvoir rapprocher les équipes, à la fois les développeurs entre eux et aussi les équipes admin, aussi considérées comme les responsables des environnements de production, de les rassembler, de les rapprocher pour pouvoir accélérer les échanges entre eux et de pouvoir, encore une fois, améliorer le déploiement de nos flux ETL. Et enfin, le quatrième point, c'est de mettre en place des outils d'industrialisation, parce qu'une fois qu'on a mis en place toute cette logique,
il faut y répondre de manière technique avec des outils pour pouvoir industrialiser tout ça. Donc, au niveau des outils, j'en ai listé trois, les trois principaux dans la démarche CI/CD. Le premier, c'est le serveur de gestion de version. Donc, vous devez, dans l'ensemble, connaître un petit peu, généralement Git, où l'idée, c'est de pouvoir collaborer avec les développeurs entre eux. C'est qu'une fois, lorsque j'ai terminé mon développement ou je suis en cours de développement de mon flux ETL, j'aimerais parfois le partager avec les autres développeurs. Dans ce cas, je vais utiliser des outils tels que GitLab, GitHub ou autres pour pouvoir pousser mon code et ainsi le développeur à côté de moi va pouvoir récupérer mon code et travailler dessus pour d'autres features ou intégrer des nouveaux développements. Le deuxième outil, c'est le référentiel d'artefacts, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé finalement de développer notre flux ETL, on va vouloir le builder, c'est-à-dire le compiler et en générer un zip, un jar, une image Docker, peu importe. Et ce zip, ce jar ou cette image Docker, on va vouloir le déployer quelque part pour qu'il puisse derrière être récupéré et être déployé sur nos serveurs de production. Donc là, pareil, en termes de listing d'outils, on peut imaginer du Nexus, du JFrog ou même de l'Azure Artifact. Et enfin, le troisième outil, c'est ce que j'ai appelé entre guillemets les outils DevOps, où là, ça va être un petit peu le chef d'orchestre des différentes étapes de votre pipeline d'industrialisation. Grosso modo, lorsque vous allez commencer à développer et pousser votre code, vous allez vouloir effectuer différentes étapes. Par exemple, compiler votre job, effectuer des tests unitaires dessus et le déployer. L'ensemble de ces étapes-là vont être faites et effectuées par des outils tels que Jenkins, du Azure DevOps ou du GitLab CI. Donc voilà, grosso modo, un petit peu les principes DevOps et le principe du CI/CD. Maintenant, je vais basculer sur l'approche Talend et notamment son approche Zero Install Workflow. Avant de vous parler de tout ça rapidement, j'imagine que si vous êtes tous ici, vous devez connaître l'outil Talend, mais je reviens très rapidement sur la définition de l'outil. Alors Talend, et plus précisément Talend DI pour Data Intégration, c'est un ETL. Un ETL, à quoi ça sert? C'est comme son nom l'indique, c'est Extract, Transform and Load. C'est que c'est un produit qui va vous permettre d'extraire des données depuis différentes sources, que ce soit des bases de données, des fichiers ou peu importe, de pouvoir transformer vos données et derrière de les charger dans des bases ou des fichiers cibles. C'est un outil low-code, c'est grosso modo que vous allez manipuler des composants pour effectuer l'ensemble de vos tâches et de votre pipeline de données. Et derrière Talend, ça génère du Java. Donc, lorsque vous allez déployer votre code, comme le screenshot que vous voyez ici présent, il y a trois composants. Derrière, finalement, Talend va générer du Java en arrière pour pouvoir derrière être buildé et déployé sur vos serveurs cibles. Sauf que initialement, ce qu'il faut savoir, c'est que Talend, comment ça fonctionne, c'est lorsque vous allez mettre un petit peu les mains dans le cambouis, si vous êtes curieux, vous allez voir qu'au niveau des projets, ce n'est pas du Java qu'il génère. Il va générer un ensemble de fichiers de configuration spécifiques à l'outil. Et c'est seulement lorsque vous allez appuyer sur votre studio en clic droit, builder votre job, où là, Talend et le studio vont générer finalement votre code en du Java pur avec un exécutable, sous forme de .zip ou d'image Docker. Donc, comme je vous le disais préalablement, la problématique, c'est de vouloir automatiser et d'éviter les interventions manuelles le plus souvent possible. Du coup, pour répondre à ce problème-là, qui était de se dire, OK, à l'heure actuelle, je fais des clics droits et j'exécute mon build et je le dépose quelque part pour pouvoir derrière le déployer, Talend y a répondu avec le command line. Le command line, pour résumer, c'est un studio, mais sans interface graphique. C'est-à-dire que toutes les étapes de développement et de build de vos jobs Talend peuvent être effectuées avec le command line. Et tout ça en ligne de commande. Et ça, c'est super, puisqu'au final, lorsqu'on va vouloir utiliser nos outils DevOps que je vous ai présentés juste avant, on va pouvoir orchestrer en se disant, OK, mon command line va récupérer les sources de mon projet, builder finalement les sources de mon projet en .zip et pouvoir derrière être déployé sur mon serveur cible. Petite information, petite alerte, je l'ai souligné juste en dessous, le command line est uniquement disponible avec la version entreprise. Donc tous les utilisateurs actuels de la version Open Studio ne peuvent pas utiliser le command line. Je tiens à préciser aussi également,
malheureusement que la version Open Studio va être décommissionnée et n'est plus supportée par Talend. Du coup, encore une fois, vous devez réfléchir aussi à cette alternative-là de basculer vers la version entreprise pour pouvoir suivre et être supporté par Talend. Le deuxième outil très important sur la partie CI/CD, c'est la Talend Cloud Management Console. Alors, pour résumer, le Talend Cloud Management Console, c'est le centre de contrôle. Il permet d'administrer l'ensemble de nos projets Talend, donc la création des projets Talend, la création de nos users, les droits associés à nos users, la création des tâches. Quand je définis les tâches, c'est la succession, l'orchestration finalement de nos jobs, de nos différents pipelines, et de pouvoir aussi monitorer l'ensemble de nos pipelines, de nos tâches. Donc, grosso modo, si jamais notre tâche échoue, on peut être prévenu, alerté, ou même aller voir directement les logs de notre tâche pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant que je vous ai dit tout ça, il manque le dernier élément. Comme je vous le disais, ce qui est indispensable, c'est d'avoir le Talend Command Line. Alors, avant la version 7.2, la problématique était la suivante, c'est que on était obligé d'avoir dans notre chaîne CI/CD, d'avoir un serveur command line dédié. C'est-à-dire que grosso modo, vous aviez votre command line sur une machine, dès que vous aviez besoin de builder un job, vous appeliez ce serveur derrière buildait vos jobs, et ensuite de le pousser dans un repository. Le problème, c'est qu'à l'ère maintenant du cloud, où on va vouloir optimiser et d'avoir cette forme de souplesse de pouvoir déployer à la demande et aux besoins notre stack CI/CD, ça posait un peu problème. Donc la réponse à ça aussi de Talend, c'est de proposer le Zero Install Workflow. En quoi ça consiste? Tout simplement de pouvoir déployer à la demande le command line, de le télécharger et de l'installer sur un serveur que vous souhaitez. Donc ça, c'est super intéressant, encore une fois, c'est que dès que vous allez vouloir déclencher un déploiement de votre code, vous allez le pousser et automatiquement, grâce à ce Zero Install Workflow, vous allez pouvoir automatiquement provisionner votre machine, y déployer le command line et derrière, builder votre job, le déployer et ensuite décommissionner l'ensemble de votre stack. Et ça, c'est très intéressant. Comment ça se décline? Tout simplement avec un petit plugin qui s'appelle le Maven Talend CI Builder. Comme je vous le disais tout à l'heure, Talend génère du Java. Et grosso modo, si ça génère du Java, on va généralement utiliser du Maven pour la partie gestion du projet de source. Hop. Si je reviens sur les étapes rapidement, comment ça se passe lorsque vous allez utiliser ce plugin Maven, lorsque vous allez vouloir builder votre projet et déployer le command line. Grosso modo, lorsque vous allez exécuter votre commande, le CI Builder va vérifier si le command line est présent. S'il n'est pas présent, il va aller le récupérer auprès d'un repository que vous allez lui préciser. Une fois que s'il est précisé, comment vous le précisez? C'est grâce à un fichier qui s'appelle le Maven Settings. C'est là où vous allez lister l'ensemble des repositories nécessaires, que ce soit les librairies tierces dont vous avez besoin, mais également l'URL de votre command line et potentiellement aussi du patch que vous voulez appliquer. Car ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous voulez mettre en place votre command line avec une certaine version, vous pouvez aussi souligner, préciser la version que vous attendez de votre command line. Une fois qu'il aura téléchargé ce command line, on va vérifier si il a été installé. Donc dans ce cas, s'il a été installé, pas de souci, on va commencer à l'installer. S'il a été installé, pardon, on va pouvoir commencer, excusez-moi, à vérifier s'il est bien à jour. S'il n'est pas à jour, on va appliquer finalement le patch pour mettre à jour ce command line. Et une fois que c'est fait, là, on va pouvoir exécuter les différentes commandes. Donc c'est ce qui arrive à la fin. D'un point de vue pur technique, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. À quoi ça ressemble? Mais voilà, lorsque vous allez vouloir exécuter vos petites commandes, là, je vous ai donné deux exemples de commandes. Le premier, c'est pour justement déployer votre command line avec la version que vous souhaitez du patch. Donc là, on va effectuer un petit MVN avec le nom du plugin, avec la version précisée du plugin, et install pour installer finalement notre command line. Il y a trois paramètres importants à souligner. Le premier, c'est la version de base de votre studio, c'est-à-dire l'URL où vous allez pouvoir récupérer votre command line. Le deuxième, c'est le update, c'est l'URL où vous allez pouvoir récupérer le patch.
pour pouvoir monter de version votre command line de base, et bien entendu la licence, comme je vous le disais tout à l'heure, nécessaire que vous pouvez récupérer lorsque vous avez acheté une version Enterprise de Talend. Autre exemple de commande, c'est la génération des pommes. C'est-à-dire que par défaut, Talend ne génère pas les pommes, il n'en a pas besoin. Mais lorsqu'on va vouloir builder nos jobs Java, on va avoir besoin de générer l'ensemble des pommes de l'ensemble de nos projets. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un NVN Maven plugin, encore une fois, generate all pommes, et encore une fois, on va préciser le chemin d'accès, cette fois-ci, au studio, à notre command line, la licence dont on a besoin, et encore une fois, les URL à la fois du command line pour aller le récupérer et du patch pour aller patcher notre command line. Donc ça aussi, encore une fois, c'est super intéressant si vous voulez aussi faire des tests à la fois de montée de version de votre studio, c'est-à-dire que moi, dans un cas concret, dans un cas client où mon client veut savoir si ses jobs vont continuer de tourner avec la nouvelle version de Talend, ben, vous allez pouvoir automatiquement ici renseigner la version que vous voulez tester et ainsi vérifier si les jobs continuent d'être buildés correctement, qu'il n'y a pas de régression et que les tests unitaires continuent de passer. Si on s'imagine maintenant la chaîne complète, finalement, le cycle de vie Talend, comment ça se déroule? Ben, comme je vous l'ai expliqué un petit peu juste avant, ben, vous allez être sur votre Talend Studio, vous allez vouloir développer votre job, et une fois que vous avez terminé, ou vous avez fini votre journée finalement, vous allez cliquer sur committer. Une fois que vous allez committer, le code va être disponible sur votre Git. Une fois que le code est disponible sur Git, on va pouvoir déclencher automatiquement, si vous le souhaitez, tout le process de CI/CD. C'est-à-dire qu'une fois que votre code est disponible, le serveur CI va pouvoir récupérer votre code et lancer le processus. Donc, comme je vous l'expliquais juste avant, ça va être le déclenchement du Talend CI Builder qui va vérifier que le command line est bien installé. Ce n'est pas le cas, pas de souci. Je vais installer le command line sur la machine. Une fois qu'il est installé sur la machine, je vais pouvoir lancer l'ensemble des phases, à savoir le build de mon job, l'exécution des tests unitaires, et une fois que tout est passé correctement, je vais pouvoir derrière le publier sur le Talend Cloud. Voilà. On va passer maintenant à la phase de démo, mais juste avant de commencer la démo, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur ces explications? C'est tout bon, J'ai Alexandre, je pense l'impression que que tu peux non, aller. ouais. Ouais, c'est tout bon. Petite question. Oui, bonjour. Bonjour. Là, j'ai vu que vous avez utilisé Talend CL Builder. On Oui. aurait aussi utilisé Jenkins hein, pour. Alors, le CI Builder, c'est le petit tools, comme je l'expliquais, pour justement exécuter, excusez-moi, pour aller récupérer finalement votre command line. Mais ce CI Builder, je vais le présenter dans la démo, va être déployé et orchestré par des outils DevOps, comme je le disais tout à l'heure, à savoir soit du GitLab CI, enfin du GitLab, soit justement avec du Jenkins, ou à l'intérieur de votre Jenkins, par exemple, lors de vos différents steps, vous allez pouvoir faire du NVN org talend CI Builder. Par exemple, si je reprends rapidement mes commandes ici, ben, c'est typiquement ce genre de commande que vous allez pouvoir récupérer et inscrire dans vos steps de votre Jenkins. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair ou si vous avez besoin de... Non, c'est bon, c'est bon. Ok, super. D'autres questions? Ouais. Ouais, Bon, tout à fait. Je veux bien que tu retournes sur la page suivante, s'il te plaît, la 15. Ouais. Ouais. Le Cloud Publisher, c'est quoi? C'est un composant supplémentaire au même titre que le Talend CI Builder? C'est ça, exactement. C'est un plugin supplémentaire qui est aussi embarqué, qui va vous permettre, lui, de déployer votre job une fois qu'il est buildé, de pouvoir le déployer directement sur votre Talend Cloud. Ok, sans avoir Voilà. à passer. L'alternative, c'est de passer, de construire soi-même ses outils avec l'API de la TMC. Ouais, c'est ça. Mais ça. lui, il embarque déjà des outils pour permettre de faire ça. Exactement. Vous avez Ok. par défaut, lorsque vous allez récupérer votre projet, lorsque vous allez avoir votre licence Enterprise, vous allez pouvoir voir en fait directement au niveau du studio, si vous allez naviguer un petit peu dans les répertoires, ces trois plugins supplémentaires, à savoir le CI Builder pour la partie build, et enfin récupération du command line et build de votre job, le Cloud Publisher qui vous permet de déployer finalement les jobs
dans votre Talent Cloud et un Talent Signer, je crois, qui est justement pour la partie encryption et échange avec la TMC. Voilà. Ok, merci. De rien. D'autres questions? Ouais, Belkacem Amar. Bonjour, merci Bonjour. Alexandre, merci pour toutes ces informations. Moi, j'aimerais bien, Plaisir. c'est juste si vous pourrez faire un before cache aussi sur le on-premise, parce que là, quand vous disiez SLDLC pour Talend, là, c'est vraiment accès cloud. Et le Ouais. on-premise, c'est une autre philosophie avec tout ce qui est meta-servlet et tout ça. C'est juste pour avoir un peu les deux visions, parce que il y en a énormément de clients aussi qui sont encore sur on-premise, et un Tout à peu, fait. c'est la même vision, quoi. Ouais, tout à fait. Juste ça. Ouais, pas de souci. Effectivement, dans le cadre de la présentation, ici, on parlait vraiment de la vision TMC et du coup, la version purement cloud. Effectivement, on se doute bien aussi qu'il existe des clients qui utilisent encore l'attaque pour déployer l'ensemble de excusez-moi, développer leur flux talent. Donc, mais là, à date, effectivement, dans le cadre de la présentation, on est plutôt orienté sur la partie TMC et cloud. Et encore une fois, si vous avez des questions sur la partie TAC, etc., n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, que ce soit moi ou Sébastien, on n'hésitera pas à vous répondre plus en détail. Et après, sur cette partie on-premise, effectivement, le command line est toujours présent, donc il y a la possibilité de faire la même chose. C'est juste que les modules que présentait Alexandre sur la partie CI Builder et Publisher, je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur la version on-premise, C'est pour ça. être tout à fait Bah, transparent là-dessus. Et je pense que il faut plus monter les choses à la main, entre guillemets, sur cette partie-là. Hmm. Et Et c'est pas du tout la même philosophie. Il y en a des trucs, mais là, ce que je voulais dire, c'est juste quand vous disiez SDLC Talend, j'aimerais Oui, bien que ça soit cloud. Pas Ouais, Oui, bien tout à sûr. fait. Après, Voilà, c'est vrai qu'on le précise plus beaucoup parce qu'effectivement, dans le cadre des projets qu'on fait et puis l'évolution du produit, on sait que ce qui est mis en avant par Talend, c'est la partie cloud et que la version même on-premise, maintenant, il faut un petit peu justifier, même quand on souhaite avoir une version on-premise auprès de Talend. Et Pourquoi? c'est effectivement que Talend, il pousse les gens à aller vers le cloud, mais moi, j'en connais certains clients qui sont un peu toujours secret défense et tout ça, c'est Bien sûr, il y a impérativement des non. contraintes. J'ai Tout à déjà fait, bossé avec certains clients, c'est impérativement non, et je pense qu'il va pas jouer tout à fait. à perdre les grands clients, par exemple, comme Non, Auchan, non, je suis Almerier, c'est d'accord ça. avec Donc, vous, Amar, et non seulement ça, moi j'étais chez Click maintenant, il y a 2 jours encore, et contrairement à d'autres éditeurs comme Informatica, ils ont bien encore annoncé une roadmap sur 3-4 ans sur la partie on-premise. Donc la partie on-premise va bien continuer. En revanche, c'est très axé sur les clients que vous avez évoqués, secret effectivement, défense, Les banques. services publics, banques, c'est ça. etc. Mais pour, on Effectivement. va dire, les autres clients, il faut en effet vraiment justifier de pourquoi on ne va pas sur la partie cloud. Effectivement. Bah, parfait. C'est juste, je voulais un peu Merci. lancer le débat là-dessus pour avoir une Bien idée. sûr. C'est ça. Très bon débat. Merci beaucoup. Merci De Karima rien. pour la précision comme quoi le publisher n'existait pas sur on-premise. On prend l'info. Merci. Merci beaucoup. Vas-y Alex, tu peux, je pense, passer à la démo qu'on finisse pas trop tard. Yes. Ouais, pas de souci. Alors, hop, je vais revenir là. Est-ce que vous voyez bien mon studio Talend? Me confirmer ou pas? Oui, 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 Ok, super. tout à fait. Ok, alors pour résumer, ça c'est le studio Talend. J'imagine que si vous êtes tous là, vous le connaissez déjà. Je vais vous me présenter un job très complexe que j'ai réalisé justement dans le cadre de la démo. C'est faux. L'idée, c'est de vous présenter très rapidement. Voilà, j'ai fait 2 petits composants, un TC global var qui juste va générer une petite variable et mon Java qui va afficher le résultat de ce TC global var. Comme je suis un bon développeur, je vais effectuer des test cases associés à ce flux Talend. Que vous pouvez voir ici. Comment ça se passe? Tout simplement, lorsque vous allez vouloir effectuer des test cases, tout simplement, vous allez faire un petit clic droit sur vos composants et créer l'option, cliquer sur l'option plutôt Create Test Case. Une fois que vous allez faire ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer autant de test cases que vous le souhaitez. Là, par exemple, j'en ai fait un très simple qui s'appelle TC Always True, tout simplement qui retourne à chaque fois true sur l'ensemble de mon test case. Et un TC init value qui lui va vérifier si le résultat attendu est bien webinaire 2024.
Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, sur votre studio, directement effectuer des tests et vérifier si vos tests fonctionnent. Là, par exemple, vous allez cliquer directement sur l'onglet Test Case, faire un clic droit et vérifier en faisant un run instance. Là, je me rends compte que c'est en échec. Pourquoi? Je vais un peu dérouler. Je vais voir qu'un test n'est pas passé. OK, le test case init value, donc celui-ci, n'est pas passé. Très bien. Je vais vérifier pourquoi. Hop. Alors, effectivement, je dois vérifier que le webinaire 2024 est bien equals. Et effectivement, là, je vois que j'ai webinaire 2022. Effectivement, c'est pas bon. Du coup, je vais aller corriger mon job en conséquence et actualiser ma valeur pour mettre à jour mon job. Je vais réeffectuer un petit test. Je peux exécuter aussi mon job directement pour vérifier si le résultat attendu est le bon. Là, je vois bien webinaire 2024, donc là, je suis content. Et je vais pouvoir faire un run de mon test case et vérifier si cette fois-ci, ça passe. Hop, je déroule. Et là, effectivement, mon test case est bien passé. Et là, j'ai 0 fail. Donc, une fois que j'ai fait mon test case, pour vous expliquer, c'est que grosso modo, tout ce que vous voyez ici va pouvoir être réalisé derrière par le command line dans mon CI/CD. Donc, une fois que j'ai validé que mon test case était réglé, je vais pouvoir aller sur la rubrique Talent Git Staging, où là, justement, je vais aller pousser mon code et mes modifications dans mon GitLab. Donc là, je vais embarquer l'ensemble des modifications. Je vais écrire bug fix et je vais committer mes modifications. Une fois que ces modifications ont été committées, je vais maintenant les pusher dans mon Git repository. Je vais fermer le code. Et voilà. Donc derrière, le push des commits a bien été effectué. J'appuie sur OK et je peux maintenant aller basculer sur la partie GitLab. Hop. Donc là, comment ça se passe? Là, automatiquement, comme je vous le disais, c'est que lorsque j'ai poussé mon code, automatiquement, je peux déclencher un pipeline. Donc là, je vais aller vérifier et vous allez voir, voilà. Vous voyez bien que le dernier bug fix a été bien poussé et que les différents stages, les différentes étapes de mon CI/CD sont en cours d'exécution. Donc là, je vais commencer par un generate, comme qui est les generate all pumps, comme je vous l'expliquais. Au milieu, une phase de test et à la fin, une phase de deploy. Donc, comment ça se décompose côté GitLab? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir mettre en place ce pipeline? Ben, tout simplement, avec un petit fichier qui s'appelle le gitlab-ci.yaml. Grosso modo, pour les autres outils, que ce soit Azure DevOps ou Jenkins, etc., le principe est toujours le même. Vous allez avoir un fichier de template où vous allez définir finalement les différentes steps d'exécution de votre chaîne CI/CD. Comment ça se décompose? Ben, comme on m'a posé la question juste avant, ben voilà comment ça se passe. C'est que lorsque vous êtes sur votre GitLab et vous allez définir votre fichier GitLab CI, vous allez y inscrire l'ensemble des éléments dont vous avez besoin. Donc ici, je vais dire qu'il y a 3 stages, Generate, Test et Deploy. Dedans, dans la phase de Generate Job, je vais y dire que j'ai besoin d'une image. Ici, dans mon cas ici, c'est une image Docker qui va être déployée à la volée, qui va effectuer l'ensemble de mes tâches. Donc, à l'intérieur de cette image Docker, je vais lui dire que j'ai besoin d'une JDK 11, que je vais avoir besoin d'un Maven, justement, pour exécuter les tâches Maven. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller derrière exécuter les différentes étapes de mon builder. Ici, je vais faire le generate all pumps. Je vais lui fournir le petit settings.xml. Pour rappel, par rapport au schéma juste que je vous ai présenté, c'est l'ensemble des informations de mes différents repositories tierces. Et enfin, la licence et le fameux P2 base et le P2 update pour lui dire, voilà, je vais récupérer l'URL auprès du update.talent.com que vous fournit Talent pour aller récupérer les sources et le patch en question. Alors, petit détail, je récupère ici, dans cette étape-là, des secure files. En fait, ces secure files sont tout simplement ma licence, parce que je n'ai pas forcément envie d'embarquer ma licence directement dans mon code. Pas forcément très propre, et le settings XML qui lui-même aussi contient l'ensemble des informations, des credentials finalement, pour aller récupérer l'ensemble des sources tierces avec mes users et passwords. Donc pareil, derrière j'enchaîne avec la partie test job, où là je vais renseigner finalement, pareil, je vais relancer un Docker JDK 11, je vais installer Maven et je vais aller directement au niveau des pumps pour faire finalement un clean test. Ce qui est intéressant, c'est que je peux spécifier le job en question que je souhaite tester.
Donc ici, je peux lui dire que c'est mon job process démo qui m'intéresse ici pour vérifier si tout fonctionne bien. Et enfin, une partie deploy où justement, pareil, c'est comme on m'a posé la question, c'est ici où vous allez renseigner finalement le Cloud Publisher. Ici, c'est le petit plugin que vous allez utiliser pour votre job process démo, encore une fois avec les mêmes paramètres. Et en plus, finalement, l'URL de votre TMC, le token que vous pouvez générer, excusez-moi, directement auprès de la TMC au niveau de votre user. Là, c'est un token temporaire que j'utilise. Et enfin, l'environnement et le workspace où vous souhaitez déployer votre job. Donc là, effectivement, je fais un clean deploy pour déployer le tout. Une fois que ça c'est fait, comme je vous le disais, au niveau des secure files, je peux vous montrer également. Tac. Voilà. Mes secure files sont ici. Donc, c'est mes settings.xml qui contiennent l'ensemble de mes infos et la licence de mon compte Talend. Une fois qu'on a renseigné tout ça, comment ça se passe? Donc là, ça prend un petit peu de temps. Typiquement, là, ma chaîne, par exemple, pour la partie deploy, prend 4 minutes. Donc au préalable, j'avais déjà préparé des petits runs de test pour vous présenter le résultat. Comment ça se passe? Par exemple, lorsque je vais vouloir faire lorsque mon test case, par exemple, échoue, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur mon studio, comment ça se passe côté pipeline? Comme ceci. Grosso modo, vous allez avoir une erreur et ça va s'arrêter. Donc, vous n'allez pas, vous inquiétez pas si jamais vos tests ne fonctionnent pas. Vous inquiétez de dire, mon test ne fonctionne pas, mais ça va quand même déployer auprès de la TMC. Non, ça va automatiquement s'arrêter et générer une erreur où vous allez pouvoir voir le détail. Ici, effectivement, le test run a un failure avec une erreur et avec le détail qui est bien expliqué au niveau du job unit, test, there is no t-assert in your test case. Effectivement, si je n'ai pas de t-assert, forcément, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, ça va me permettre de voir et d'aller corriger mon code et de le redéployer, ainsi de suite. Et dans le cas où tout se passe bien, vous avez ce résultat ici, où vous allez avoir le détail de votre code, de vos routines et de votre job qui ont été en succès, qui ont été testés, qui ont été validés, et avec la version qui a été publiée. Donc, la dernière version qui a été publiée, c'était une 0.1.0. Là, la version qui va être publiée, qui a été publiée, pardon, c'est une 0.1.1. Et dans l'environnement démo, dans le workspace démo, voilà. Et derrière, vous allez pouvoir automatiquement vous connecter auprès de la TMC pour aller récupérer ce job-là et pourquoi pas l'orchestrer automatiquement pour faire des tests de votre job avec les métiers. Voilà un petit peu pour la démo. Pareil, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, mais sinon, si tout est bon, j'en ai fini de mon côté. Juste pour préciser avant les questions, ce qui est Ouais. intéressant et dans le cadre aussi des projets qu'on fait nous chez nos clients et pourquoi on parle de ça avec vous tous, c'est aussi avec la partie justement cloud et le fait que maintenant on fonctionne beaucoup avec des patchs, des release patchs mensuels qui sont poussés par la TMC avec des bugs fixes, au niveau sécurité ou des évolutions, etc., etc. Et il faut essayer finalement, dans la mesure du possible, de se tenir à jour par rapport à tout ça et de mettre en place toute une chaîne justement de CI/CD avec des test cases dans ces flux précédemment développés. Ça permet de pouvoir anticiper et de pouvoir facilement, entre guillemets, il y a quand même du travail, on est d'accord, mais en tout cas être en mesure de pouvoir suivre ce rythme de mise à jour en fonction de nos besoins et de notre contexte, quoi. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Donc justement, toute la partie, ce que vous montrez tout à l'heure, Alexandre, dans le fichier GitLab CI, pardon, où on précisait le patch en question, on peut tout à fait, parce qu'on est sur une version de patch, je sais pas moi, 2024-04. Si on a besoin de faire un test avec le patch de 2024-05, hop, on peut aussi lancer exprès toute notre chaîne CI là-dessus pour vérifier que finalement nos jobs dans cette version-là, tout se passe toujours très bien et on n'a pas de régression, parce que ça peut arriver. Ceux qui ont fait du talent, j'imagine que ça vous est arrivé au moins une fois. Et donc voilà l'avantage en tout cas pour nous de ce genre d'approche, quoi. Combiner l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Je vous laisse pour les questions, n'hésitez pas. Oui, Amine. Bonjour. Merci Bonjour. pour la question, c'est très intéressant. En Ouais. fait, j'ai une question. Merci. Par exemple, je veux imaginer un scénario où, par exemple, j'ai un job talent que je l'ai développé, c'est bon, et je l'ai déployé sur la TMC en environnement du dev. Mhm.
Et là, en fait, pour l'automatisation du déploiement et pour passer en prod, là, on a en fait un environnement du prod sur la TMC aussi. Comment ça se passe au niveau TMC? Bah, Comment en fait? théoriquement, Ouais, à ce moment-là, dans ce que vous êtes en train de décrire, pour moi, c'est de faire. Donc finalement, on a déjà passé cette étape de build. Donc finalement, théoriquement, nos test cases et tout ce qui est associé à ouais, se ouais, sont bien déroulés. Et donc on est dans l'environnement TMC. Finalement, après, on gère le cycle de vie de l'artefact qui a été buildé. Pour gérer le cycle de vie de l'artefact dans les différents environnements TMC, c'est passer par des promotions. Qui sont une des fonctionnalités de la TMC qui permet justement de prendre cet artefact buildé, de ne plus le modifier vu qu'il a été buildé et qu'il fonctionne bien, ouais, et de le faire évoluer d'environnement en environnement. d'accord. Et ça peut se faire via l'interface de la TMC, ça peut aussi se scripter via l'API ou machin truc s'il y a besoin de faire des trucs un peu plus automatisés. Bon, ouais, ça marche. Effectivement, je ne suis pas allé jusque-là, mais comme le dit Sébastien, on a déjà eu l'occasion de faire des tests, de pouvoir utiliser l'API TMC, qui est super bien documentée. En tout cas, vous pouvez aller pareil, récupérer les infos sur Internet pour pouvoir manipuler directement vos objets, vos flux et vos jobs dans la TMC à travers les API. Lors du Ouais. déploiement CI/CD, la On a eu pipeline crée une artefact sur la TMC. on a aussi une Euh, question après. Ouais, alors lors du déploiement CI/CD, la pipeline crée un artefact sur la TMC. Alors oui, enfin ça dépend encore une fois les différentes steps. Si vous êtes à la phase créer automatiquement, ouais, en fait si vous êtes à la phase du step deploy, comme je vous l'ai présenté juste là en bas, il va builder finalement, enfin une fois que le test a été validé, lors de la phase de deploy, vous allez builder votre job, donc du coup créer l'artefact, et cet artefact va être déployé dans le Nexus privé de Talend. Donc, sera disponible finalement et exécutable depuis la TMC. Donc, si la question c'est automatiquement, la réponse est oui, mais vous pouvez très bien ne pas faire ce step-là, de vouloir dire, OK, je vais juste builder en local et faire des tests avec ce job-là, c'est totalement possible aussi. Mais c'est d'autres stages. On a une Euh, main levée de Nafwal. Si je dis pas de bêtises, je vous en prie, allez-y. ouais. Oui, bonjour à tous. Là où Bonjour. merci. Bonjour. Merci Nafwal, pardon. pour la présentation, très très intéressant. En Merci. fait, moi j'aurais deux questions. La première, c'est que j'essaie juste de, enfin, vraiment pour éclaircir mes idées, j'essaie de comprendre en fait l'intérêt en fait de passer par ce type de déploiement versus le fait de le faire directement depuis le studio et de pousser vers la TMC. Donc moi, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment c'est pour pouvoir justement inclure les tests dans le processus de déploiement. En fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est vraiment pour automatiser les tests. Donc ça serait ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport aux tests, j'ai pas l'habitude de travailler beaucoup avec. Du coup, j'aimerais savoir si, par exemple, pour moquer tout ce qui est connexion base de données, connexion aux API, etc. Du coup, est-ce que tout ça, c'est inclus, enfin, c'est possible de faire ça dans des tests dans le studio ou pas? Parce que voilà, je connais pas trop cette fonctionnalité. Pour essayer de répondre à la première question, comme je le disais tout à l'heure, nous, ça a un véritable intérêt lorsqu'on commence à avoir un existant talent assez conséquent en termes de job et qui a besoin je fais un des scénarios possibles, hein, et qui a besoin justement de faire une migration ou ce genre de choses, aller justement tester tous les jobs. Alors, je sais qu'un artefact buildé normalement ne bouge pas, mais souvent, en fait, on est quand même obligé d'aller tester que la migration se passe correctement. Ça peut devenir très chronophage si on a beaucoup de choses et qu'on fait le test à la main. Donc ça, je trouve que c'est un des avantages premiers d'avoir ce genre d'approche. Après, avoir une approche automatisée de déploiement, ça me paraît une approche correcte de développement, c'est-à-dire de fonctionner avec de l'événementiel sur du push au niveau de la branche master, une fois que les choses ont été faites correctement en termes de développement, etc., et validées en termes de test. Disons que ça rentre aussi dans ce qu'on peut qualifier de bonnes pratiques. Voilà pourquoi c'est des fonctionnalités qu'on trouve intéressantes. Elles n'ont pas du sens dans tous les contextes. Enfin, il y a sur des contextes où on est sur des niveaux un petit peu moins poussés, effectivement, faire ça à la main, rebuilder son job, réexécuter et le redéployer, des fois, après, c'est à vous de juger
de la pertinence de mettre ça en place. Là, l'idée, c'est de vous dire, bah voilà, nous, c'est ce qu'on fait et on trouve ça vachement intéressant dans certains cas. Après, à vous de voir. Et sur la partie test case en tant que telle, alors, c'est pas une des fonctionnalités les plus riches de Talend, même s'ils l'ont fait avancer quand même sur certains points. L'idée surtout de cette fonctionnalité, c'est d'être en mesure de faire des... comment je dirais ça simplement, c'est de faire un petit peu une comparaison entre un input et un output. Alors on peut aller plus loin que ça, mais la conclusion d'un test, c'est quand même de faire un t-assert, donc c'est de vérifier qu'on a bien le résultat attendu. On n'est pas rentré dans tout ce qui est possible de faire. On peut normalement lire des fichiers de référence d'output et dire mon output, elle ne doit pas avoir bougé, elle doit ressembler à ça. Sur un test de connexion ou sur un test autre chose, je trouve que c'est pas forcément pertinent. Parce que souvent, la majorité des jobs qu'on pourrait travailler dessus, en fait, c'est souvent des jobs très complexes, avec beaucoup de connexions aux bases, beaucoup de connexions, beaucoup d'appels API. Donc, c'est pour ça, en fait, je pose la question, parce que c'est pour pouvoir faire des tests dans un environnement complexe, pas sur un job. Ça dépend. En tout cas, sur des connexions et sur des API, je ne sais pas si je ferai des test cases. Pour moi, c'est une erreur de connexion et c'est une erreur de connexion. L'idée d'un test case, c'est vraiment de se dire que le comportement de mon job est toujours identique. Et si je lui donne la même entrée, elle aura toujours toujours la même sortie, peu importe ce qui se passe pour ce cas-là. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'il faut penser les test cases. Après, il y a des erreurs d'exécution et ça, c'est normal. C'est pas forcément lié au test case. Ça marche. Merci à vous. Il y a une question de Yacine avant de prendre la question Yes. de la personne qui vient de lever la main, de David, pardon. Yes. Vas-y, Alex. Tu veux que je la lise? Ouais, s'il te plaît. Alors, merci pour la presse. Comment on peut rajouter le repo Nexus dans la chaîne CI/CD et ensuite publier le jar Nexus dans TMC pour une tâche précise, en automatique? Alors, comment on peut rajouter le repo Nexus dans la chaîne CI/CD? Grosso modo, j'imagine un Nexus externe, je pense. Externe? Moi, je pense. Grosso modo, ouais. Enfin, je pense. En fait, et ensuite, le jar Nexus dans TMC, ouais. C'est possible. Ouais. Oui, en externe. Oui, ok, c'est bien ça. Alors, grosso modo, en fait, il est possible de préciser, en fait, là, je me suis connecté à la TMC. Vous allez en fait pouvoir déclarer votre référentiel d'artefact directement spécifique pour l'ensemble de vos librairies tierces, etc. Donc ça, c'est totalement possible. Ensuite, si vous souhaitez publier finalement votre artefact dans un Nexus externe, c'est aussi dans le settings.xml. C'est là où vous allez en fait déclarer, là, je l'ai mis en encrypté, donc vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais grosso modo, pareil, il y a des templates qui sont dispo dans la documentation de Talend. Vous tapez settings.xml Talend, et dans la documentation, vous allez pouvoir avoir des templates où vous allez pouvoir renseigner finalement vos propres Nexus. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, tu me corriges si je dis une bêtise, mais pour moi, après, faire en sorte qu'une tâche TMC exploite un Nexus externe, je ne crois pas que ça soit possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. On peut builder ces jobs dans un externe et après, on les exploite d'une autre manière sans pas forcément passer par TMC. Mais si on souhaite que ça soit une tâche TMC, après, ça doit être tôt ou tard dans le référentiel de Talend. Ouais, comme la question précédente, c'est-à-dire que si vous voulez dans un écosystème vraiment fermé, vous ne voulez pas forcément publier vos artefacts dans le cloud, vous allez pouvoir préciser votre Nexus. Mais par contre, ici, vous allez devoir, la TMC, elle ne saura pas aller le récupérer. Alors, on a une question, on a encore deux questions. Il y a Amine et il y a une main levée qui était... Alors, peut d'abord prendre la main levée. David, alors. David, et ensuite on passe à Amine, la question d'Amine, et ensuite il y en a une autre aussi. Ouais, en fait, j'ai deux questions. Il y en a une qui, pour rebondir justement sur ce que disait Yacine à l'instant, sur l'histoire des Nexus. OK, il y a un Nexus privé côté de la TMC dans lequel on déploie nos artefacts. C'est quoi l'intérêt en fait d'avoir un Nexus supplémentaire à côté où on aura qui nous servirait de repository avec tous nos artefacts si la TMC en propose déjà un?
Alors, en Ouais. soi, pas trop. Si on va publier des artefacts dans ce Nexus-là, de mon point de vue, c'est pas très intéressant. L'intérêt d'avoir un Nexus à part, c'est pour la gestion des librairies tierces, comme le disait Alexandre. Les jars tiers qui ne sont pas forcément disponibles, soit dans les composants, soit dans des choses qu'on a compilées nous-mêmes et qu'on veut réutiliser dans nos jobs. Faire en sorte qu'il y ait un repo commun permet aux différents studios de s'appuyer dessus et de pouvoir toujours faire la compilation. En revanche, en Ok. termes de job compilés, oui, effectivement, ça. Ah, En tout d'intérêt. cas, si on fait ça, si on compile nos jobs dans un artefact à part, enfin dans un Nexus à part, c'est pour être utilisé d'une manière différente que dans la TMC. Ok, merci. Et la deuxième question concerne les outils de versionning Git. J'ai vu que vous utilisez le système de branches, hein, c'est super classique chez Git. Par contre, vous avez trouvé un réel intérêt d'utiliser des branches depuis le studio Talend, avec l'outil Talend. Pour moi, en fait, quand on utilise un système de branches, c'est parce que les codeurs PHP, Java, etc., veulent modifier certaines parties du code et certaines fonctions. Ils vont pas travailler sur les mêmes classes Java chacun de leur côté. Mais nous, en fait, nous, développeurs Talend, quand on attaque un travail, cela va de soi, en fait, que deux développeurs vont pas travailler sur le même job. Donc, du coup, quel est l'intérêt de rajouter en plus la notion de branche? Bah, il y en a plusieurs. Moi, celui que je pourrais dire aussi, c'est quand même, imaginons vous aviez la version 6 de votre job qui est en production. Vous voulez travailler sur une version 6.1, vous êtes en train de travailler dessus, puis finalement, il y a un hotfix à faire sur la version de prod parce qu'il y a un souci. Vous êtes en plein dans votre développement. Si vous n'avez pas fait de branche, c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas fait de tag au préalable quand vous avez livré votre version 6, c'est un peu compliqué. Avoir fait une branche de développement, ça vous permet à tout moment de pouvoir réaccéder au. Alors après, si vous avez versionné avec les versions Talend, vous pouvez toujours repartir de la version 6, la dupliquer, faire le hotfix et faire ce qu'il faut. Mais disons que ça simplifie quand même les choses en termes de développement. De pouvoir gérer et d'avoir juste une branche de développement, on fait ce qu'on a à faire, sa petite feature, et ensuite on remerge avec la branche master, c'est quand même plutôt pratique. Et quand on est plusieurs développeurs à travailler sur le même projet, ça a quand même un peu de sens. On travaille peut-être même pas sur le même job, mais on travaille peut-être dans un même projet qui utilise des métadonnées communes. Donc, disons que je comprends qu'on puisse se poser la question, mais c'est un peu pareil que tout à l'heure. Ça dépend dans quel contexte on est, mais ça a du sens. Je trouve que en tout cas, ça fait partie pour moi, selon moi, des bonnes pratiques maintenant. Merci Sébastien. Pas de problème. On a une question d'Amine qui était: où trouve-t-on le fichier YAML dans Azure DevOps? Alors pareil, il doit être généré par vous-même, encore une fois. Et de la même manière que je disais pour les exemples du Maven Settings, il y a des documents. Il y a des documents disponibles, encore une fois, des templates Azure DevOps fournis par Talend, donc dans leur documentation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller là-dessus pour pouvoir récupérer les templates et commencer à les enrichir avec vos jobs à vous. Voilà. J'ai vu qu'il y a des échanges sur le chat, mais je ne prenais pas de Ouais. questions. Et on a une main levée Encore, de ouais. Koné encore. Je vous en prie, allez-y, Koné. Vous avez la main levée. Donc peut-être que je prononce mal votre nom, je suis désolé. Non, c'est bon, c'est connu. Bon, mon micro était coupé. Donc, en Pas de fait, problème. c'était déjà pour enchérir sur la nécessité d'avoir plusieurs branches. Lorsqu'on a plusieurs développeurs on ne veut pas que tous ces développeurs retrouvent le code, on va dire, sur le même maître, on va dire, le même master. Du coup, c'est bien d'avoir plusieurs branches pour que chacun puisse faire ses petits développements qui forcément ne doivent pas être forcément visibles par les autres, d'avoir sa branche. Et on pousse que réellement ce qu'on doit pousser et ce qui est propre au projet, au fait, et qui est bien sûr validé. Donc, c'était aussi ça. Moi, j'avais une autre question, en fait, sur notamment les use cases, en fait, les test cases, on va dire. Est-ce qu'en fait, on a la possibilité de faire des tests de montée en charge avec, parce que moi j'ai utilisé le test case, mais très rapidement,
Mais je sais pas, est-ce que ça peut aller jusqu'à la montée montée de charge, des scénarios avec montée de charge, au fait, pour s'assurer que lorsqu'on ajoute par exemple un nouveau composant, l'ancien qu'on avait mis faisait le travail avec une grosse volumétrie, le nouveau il fait le travail avec quelques jeux de données, mais voilà. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a la possibilité de faire ça? La En montée tout de charge avec les test cases? non. Non. Voilà. Je dis comme ça. Non, c'est très Non. Ou alors basique dans un comme. second temps, ouais. Ouais, C'est voilà, plus c'est plus des unit cases, au fait, des Ouais, tests ouais, c'est C'est unitaires, ça. au fait. Ouais, tout De à fait. D'accord. comparer, voilà. De C'est pouvoir vraiment ça. comparer finalement si l'attendu que vous vouliez et ressort bien en fait, encore une fois avec les tests effectués. Ok. Mais dans le cas des tests de montée en charge ou en tout cas de performance, ça on va plutôt l'envisager dans un second temps dans l'environnement dev, c'est-à-dire une fois que vous avez buildé votre job et que les résultats attendus sont bons, dans votre environnement dev, vous allez pouvoir réexécuter votre job et voir les temps d'exécution au niveau de la TMC. Vous allez pouvoir le run et voir si effectivement, depuis que vous avez modifié ce composant, le job met 10 minutes alors que d'habitude il en mettait que 2, quoi. Voilà. Oui, mais maintenant, après aussi, quand je regarde le composant, le talent builder, là, parce qu'aussi, on est d'accord qu'il permet de builder le code, hein, grâce à son command line, qui aussi, on arrive aussi à faire builder aussi le code avec Jenkins. Avec Jenkins, au fait, on peut faire des montées en charge. Est-ce que lui, il permet de faire ça? Parce que je ne l'ai jamais Non, utilisé, au fait, pour info. Non, non, Ok, pas censé. non, du tout. d'accord. Non. Merci. Pas De de rien. souci. Alors, sur les questions, juste qu'on fasse un tour. Alors, j'ai la main levée de AA qui aura une question. Je pense qu'on prendra ça et ensuite on répondra je crois qu'il y a 2 questions de Jean Cazot et une question de Karima. On fera dans cet ordre-là si ça vous va bien. OK? Yes. Alors, AA, vous avez la main levée, je vous en prie. Je ne sais pas qui est Ouais, AA. bonjour à tous. Ouais, merci pour la présentation. Donc là, Merci. j'ai bon, le micro, il fonctionne. Ouais. Du coup, moi, j'avais la question. En fait, je rebondis sur la première question. C'est par rapport au déploiement des job talent au niveau de la TMC, pour que ce soit visible sur la TMC. Donc, tu as créé l'artefact et tu as créé une tâche automatiquement. Est-ce que ça, c'est paramétrable dans le fichier de GitLab CI? Ou faut utiliser Tout un à autre fait. outil comme Jenkins? Non, tout à fait. En fait, encore une fois, Parce que que ce dans la soit démo, je ne l'ai pas GitLab. vu, c'est pour ça. Ouais. Oui, non, là, vraiment, je suis allé sur du simple en termes de D'accord, c'est déroulé. ça. Mais encore une fois, on peut rajouter du paramétrage. Typiquement, j'ai le cas d'un collègue aussi qui a paramétré sa chaîne CI/CD complète, où il va jusqu'à la déclaration d'une tâche, où il va créer une nouvelle tâche, déclarer le job qu'il vient de builder et derrière de pouvoir le programmer et le croner. Donc, encore une fois, tout ça, D'accord. c'est totalement possible avec le GitLab CI. Mais je précise vraiment que GitLab CI que vous voyez ici présent, c'est équivalent encore une fois à du Jenkins ou à du Azure DevOps ou à vos autres outils voilà, de pipelining CI/CD. D'accord. Et ensuite, moi j'ai une question plus précise. Dans ce cas-là, pour création des tâches et des artefacts, plutôt la tâche, il faut passer par l'API, c'est ça? L'API de C'est Talend. ça, exactement. D'accord. Exactement. Ok. Donc vraiment, là aussi, dans le cadre de la présentation, c'est vraiment vous présenter les Ouais, plugins c'est vraiment light. qui, voilà, ces plugins-là vont jusqu'à cette étape-là. Si vous souhaitez paramétrer un peu plus la TMC, comme je vous le disais, soit vous le faites en clic bouton, vous dites OK, c'est bon, j'ai reçu mon job buildé et je vais aller le programmer, je vais créer ma tâche et je vais le rajouter dans un plan ou D'accord. peu importe. Ou soit en fait vous voulez aller un peu plus loin, un step un peu plus loin au niveau de votre pipeline en rajoutant cette API-là en disant ben voilà, je vais déclarer une nouvelle tâche ou mettre à jour ma tâche par exemple. D'accord, ok. Merci pour la réponse. D'accord. Alors, dans les questions après, c'est les dernières qu'on a. On a eu donc un échange entre Jean et AA à l'instant là sur la partie CI/CD. Je suis plutôt donc la question de Jean, je vais la reprendre comme ça tout le monde a l'info. La première question, parce qu'il y en a une deuxième un peu plus loin. En même temps que le job, est-il possible de livrer aussi un script pour modifier la base de données avec la partie CI/CD? La réponse qu'a fournie A, je suis d'accord. Pour moi, c'est en tout cas dans ce qui est prévu là, c'est pas possible. C'est quelque chose qui doit être fait. Yes. Alors, je sais pas si c'est via un pipeline je sais pas ce que tu en penses, Alex, à ce niveau-là, mais Bah, en fait, encore une fois, on peut envisager.
comme tu le dis pour les autres cas, en fait, ça dépend en fait de votre use case. Soit vous voulez l'implémenter directement dans votre pipeline et de rajouter une step supplémentaire à vouloir tester ces éléments-là, soit vous pouvez complètement le séparer et faire un pipeline séparé dans. Mais on peut l'incorporer dans le pipeline que tu as désigné là, que tu as fait dans GitLab CI par exemple. Ça pourrait être quelque chose Ouais, qui en fait, accompagne le déploiement. Donc grosso ça modo, en fait, répond, tu peux mettre. ça Grosso répond un modo, peu à en fait, cette question, c'est possible quoi. Tu vois, tu peux peut- mettre à on peu peut près tout ce imaginer que des tu choses. veux. Tout à fait. Ouais, parce que justement, la réponse après, c'était que c'était possible d'oublier, mais voilà. Et ensuite, il y avait donc. Je vais finir par la question de Jean à la fin, parce qu'elle est intéressante. Je vais prendre celle de Karima. Et Comment absolument le, pas orienté. comment le déploiement continu détecte la version du job, ou pour chaque job, doit-on développer un YAML? Alors, Je te- comment le. Ouais, Comment ça détecte la version du job, ou pour chaque job, ou pour chaque job, on doit développer un YAML? Alors, comment il détecte la version du job? Ben, automatiquement, en fait, il va comparer. Ça, c'était un point, c'est qu'on. Je vois la réaction de Jean. En fait, automatiquement, la TMC, lorsque vous allez vouloir publier votre job, automatiquement, il va récupérer la dernière version. Ça, c'est le petit bémol, on va dire, au niveau de la gestion des versions des artefacts. C'est qu'on n'a pas forcément le contrôle. Alors, peut-être lors des dernières versions ou dernières features, on a peut-être la main, mais dans le cas d'un use case concret, on avait essayé justement de pouvoir inscrire en dur la version de l'artefact qu'on voulait déployer. Ce n'était pas forcément le cas. Ce n'était pas possible. Du coup, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la dernière version que vous avez au niveau de votre Nexus privé TMC et l'incrémenter de +1, tout simplement. Donc, si c'est ça la question, est-ce que. Ouais. Bon, en tout cas, détecte et ou pour chaque job, on doit développer un YAML. Alors, pareil, là, je vous ai donné l'exemple dans le script ici. Clac. Je vais le reprendre. Donc, dans cette ligne-là en question, je précise le job en question. Il est possible aussi, typiquement, de faire un tableau avec l'ensemble des jobs que vous souhaitez builder. Dans le cas de mon use case client, on a typiquement créé un pipeline maître qui va déclencher finalement l'ensemble des projets, de l'ensemble des projets talent qu'on avait. Donc, grosso modo, c'est qu'ils prenaient chacun des projets et buildaient l'ensemble des jobs, ou en tout cas certains jobs qui nous intéressaient, pour derrière ensuite les déployer. Donc, c'était typiquement dans le cas d'un test de montée de version de Talend, en se disant, bah, OK, il y a un patch qui est arrivé, j'ai envie de rebuilder l'ensemble de mes jobs avec cette montée de version de patch, comment ça se passe? Et voilà, bah, grosso modo, je peux préciser dans mon GitLab CI, avec un petit tableau, l'ensemble des jobs que je souhaite builder. Donc voilà, pas besoin forcément de créer plusieurs templates YAML pour ça. Voilà pour la question de Karima, j'espère que c'est clair. Ouais, j'espère aussi. Et la dernière question qu'on avait, qui était donc la question de Jean, que pensez-vous de la CI/CD avec Talend, Talaxy plus ETL Tool? En toute sincérité, pour l'instant, on n'a pas encore regardé tout ça. On est plutôt content qu'une version open source, comme je le disais, soit encore vivante sur cette partie Talend. Ça faisait partie de la philosophie, donc on était un peu triste que ça disparaisse. Donc on est toujours curieux d'un point de vue technique, ça c'est évident, et on regardera ce qui se passe. Maintenant, on est aussi partenaire Talentclick, donc on essaie aussi de pousser toujours la version de notre éditeur partenaire. Mais ça reste très intéressant pour nous à titre de Ça consultant. fait vivre un écosystème. Exactement, et on est très fan de ça, donc et curieux de voir comment ça va évoluer tout ça. Et On a bien débordé. Ouais, Ouais. je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai l'impression, puis j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, pour les personnes qui en ont d'autres, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Et puis, pour certains d'entre vous, vous aurez certainement un petit call pour des différentes collaborations, ou alors vous exposer un petit peu les postes ouverts chez nous actuellement dans les jours, semaines à venir. Donc, soyez pas étonnés. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, c'est vrai. Si jamais ce qu'on vient de vous raconter en fait vous a intéressé, sachez que en fait, comme vous l'avez vu, on est partenaire de plusieurs solutions. Il y a d'autres événements qui sont en cours de création.
mais deux majeurs. Trois majeurs qui sont déjà identifiés. Le premier, c'est au mois de mai. Ça va se passer en fait à Dax, car nous lançons en fait un centre de service. Enfin, nous avons lancé un centre de service basé à Dax sur les technologies qu'on traite déjà. Donc, il y a une équipe là-bas et donc on fait un événement avec l'un de nos clients préférés qui s'appelle Eternity System, avec qui on a écrit une très belle histoire. Et donc, on va faire un Rex là-bas. Et évidemment, ça sera retransmis. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous connecter, etc. On vous enverra les Ensuite, slides. Pardon. ouais, pour les slides, pareil, vous allez recevoir le replay. Donc, dedans, vous aurez toute la matière nécessaire. Et ensuite, deux webinaires, un en juin et un en septembre, donc avec notre éditeur Databricks. Pareil, un partenariat très fort avec Databricks. Le premier, ça sera plutôt un deep dive sur les différentes fonctionnalités que la plateforme peut proposer. Et ensuite, celui d'après l'été sera plutôt autour de un Rex client et la découverte d'un cas d'usage et comment Databricks a su y répondre. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour rester au courant de toutes nos actualités. Excellente journée tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.